Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du Fougou, un épisode particulier. Et comme d'habitude, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Boo. Good evening. My name is Max Maven, and for the next few moments, you're mine. Together, we are going to explore some of the mysteries of the human mind. The human mind is a fascinating thing. Most people have one. Alors aujourd'hui, un épisode spécial pour rendre hommage à une personne qui est partie il n'y a pas très longtemps. Certains l'ont connu au tout début sous son vrai nom, Phil Goldstein, mais la plupart le connaissent sous son nom de mentaliste, magicien, prestidigitateur, illusionniste de l'esprit, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler. Il s'agit de Max Maven, qui nous a quittés récemment. Et donc cet épisode du Fougou lui est entièrement dédié. Olivier, j'aimerais, pour commencer, peut-être que tu nous dises un petit peu, pour toi, Max Maven, c'était qui ? Et c'était quoi les souvenirs que tu peux avoir de ce qu'il a fait d'extraordinaire? Pour moi, Max Maven, c'est un personnage qui a marqué le mentalisme, mais ce que j'apprécie avant tout, c'est le personnage. Bon, alors il y a la personne humaine, bien sûr, on reviendra dessus, mais le magicien, parce que lorsqu'il arrivait sur scène avec son costume, son maquillage, déjà il imposait. La façon dont il tenait la scène, c'est un personnage très charismatique du mentalisme. Et ce que j'apprécie énormément, c'est qu'il arrivait à nous faire voyager avec des routines d'une simplicité déconcertante. Non, mais c'est vrai, c'est intéressant. Alors, ce qui est marrant, c'est que les gens le savent à force de nous écouter, mais moi, je suis un plus jeune magicien que toi, on va dire. Ça fait moins longtemps que je fais de la magie. Je suis arrivé plus récemment dans l'univers et du mentalisme notamment. Et moi, j'ai peu connu Max Maven sur scène, ni en émission. J'ai beaucoup plus connu le Max Maven créateur de tours et conférencier. Donc, c'est toujours intéressant de voir ce qui se dégage de chacun. Et du coup, moi, souvent en conférence, il est pas spécialement en costume de scène ou maquillé ou quoi que ce soit. Il est souvent sur quelque chose de beaucoup plus sobre. Une chose est sûre, c'est que ce côté simplicité, au sens où simplicité des méthodes, et par contre sophistication de la présentation, c'est quelque chose qu'on retrouvait dans ces conférences aussi. Et c'est vraiment, pour moi, ce qui caractérise, je veux dire, la touche Maven, c'est d'être capable de prendre un truc tout petit, tout simple, et d'en faire un truc extraordinaire, de monter une routine qui rend ce truc, entre guillemets, indécelable et complètement magique, finalement. Je pense que certaines routines, il n'y a que lui qui pouvait les présenter. Il n'y a que lui qui arrivait à rendre des effets aussi simples, aussi intéressants. Je suis d'accord que certainement beaucoup de magiciens ont dû essayer de se confronter à ce qu'il a pu faire et se sont un peu plantés parce que ça demandait aussi, je trouve, un jeu d'acteur. Il y avait dans sa façon de présenter une finesse de l'acting sur comment faire percevoir la déception sans que ce soit surjoué pour faire croire à un échec, chose que savent très peu faire les magiciens et les mentalistes. La plupart du temps, tu le grilles à 5000 quand le mec il fait semblant d'avoir échoué. Mais Even, t'avais toujours le doute en fait. Et à la fin, tu te rendais compte qu'il t'avait mené en bateau jusqu'au bout. C'est vrai qu'il avait cet acting qui était assez juste en fait. C'était tout un personnage. Et ça me fait penser à cet entretien qu'il a eu lors de la dernière FISM, où il était invité. Il y a 1 heure d'entretien qu'on peut voir sur Internet. L'intervieweur lui demande: que pensez-vous des avertissements? C'est-à-dire, est-ce qu'on doit dire que tout est simulé? Et il a une réponse qui m'a amusé. Il dit: mais en fait, quand les gens me voient grimer dans mon costume, j'espère que pour eux, ils comprennent déjà que tout ça, c'est du théâtre et que de ce fait, ils n'ont pas besoin d'avoir un avertissement. Il incarnait un vrai personnage. Et il disait dans une autre émission, mais une très vieille émission de 1984 ou dans les années 80, et il expliquait comme ça qu'il aimait habiter en Californie, à Hollywood, parce qu'il disait: c'est le seul endroit où quand je me balade dans la rue, j'ai l'air normal. C'est drôle ça. Parce que son C'est look très est... très drôle. Ben écoute, je te propose qu'on parle, puisqu'on est sur les tours
assez simple, peut-être un tour qui est très simple et peut-être très emblématique, le Wave de Max Alors le Weber. Wave, alors là, déjà, je pense qu'on peut même déjà commencer par le nom, parce que je pense Ouais, que là-dessus, il y a déjà une histoire rien qu'avec le nom. on écoute un petit extrait de Max Maven qui nous explique quel est le véritable nom. It's called Wave. You can pronounce it B-Wave, but you'll be wrong. Let's get back to the name. Why is the trick pronounced wave? The answer is because it is a contraction of the word brainwave. And so it is properly pronounced wave. I've never gotten upset if someone pronounces it B-Wave. I just know they didn't hear me pronounce it. Donc, vous savez maintenant qu'on ne dit pas B-Wave ou machin, on dit Wave. C'est vrai que c'est pas très très joli Wave, mais peut-être qu'en anglais ça passe mieux. Peut-être, en tout cas, ça change rien à l'effet, puisque l'effet, pour Alors, le coup, reste le même, que tu le prononces B-Wave ou Wave à la fin, les gens seront par terre. Parce que pour moi, c'est un des tours que je fais le plus souvent. C'est clairement un de mes effets favoris. Il y a eu plein de variations autour de cet effet, mais Wave est vraiment, pour moi, une des meilleures versions. Peut-être qu'on peut repréciser. Si tu devais nous faire le pitch de Wave. le pitch est très simple, nous avons 4 cartes bleues sur la table, le magicien explique que ce sont des dames et invite le spectateur à choisir une couleur. Imaginons qu'ils disent le rouge. Parmi les dames rouges, quelle sera celle de son choix? Imaginons qu'ils disent la dame de cœur. Le magicien du bout des doigts fait un éventail, laissant apparaître une carte face en l'air, la dame de cœur bien évidemment. Et pour montrer qu'il en était sûr, il extrait cette carte pour révéler qu'elle a un dos rouge. Il retourne les 3 dernières cartes bleues pour révéler que leurs faces sont blanches. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il tenait vraiment beaucoup aux faces blanches. Parce que dans la dernière version qui a été commercialisée par Penguin, qui est une version intéressante, elle offre plusieurs cartes spéciales des rois, des valets. Par contre, sont fournis des jokers et lui, il conseille carrément de détruire ces jokers. Pour Oui. lui, le fait qu'on ait des cartes blanches, c'est beaucoup plus intriguant pour les spectateurs qui n'ont pas forcément l'habitude de voir des cartes blanches. Ça permet quelque chose de très clean à la fin. Il y a une dame, c'est tout. Et le reste, c'est blanc. Il n'y a pas de pollution visuelle avec des jokers qui pourraient amener dans l'esprit du spectateur le fait que l'encre, on peut changer, on peut bouger. Enfin, non, des cartes blanches. Fin de l'histoire. C'est amusant parce qu'il parle de Twisted Sister de John Bannon. Il est un peu sévère, un petit peu acide sur cette routine. Il dit que pour lui, c'est pas un bon tour. On a eu l'occasion d'en parler. Twisted Sister, pour moi, c'est pas du mentalisme, c'est de la magie des cartes. On est plutôt dans la magie. Ouais. La méthode de Maven est tellement géniale, est tellement simple, est tellement directe que pourquoi aller chercher la difficulté? Ce qui est d'ailleurs assez fort dans la version de Maven, c'est que le seul geste de Maven sur les cartes, c'est l'étalement, en fait. Quand on regarde la vidéo, les cartes sont sur la table, elles ne bougent pas, et il fait juste un éventail avec son doigt. C'est la seule action, c'est le seul moment où il touche les cartes. Donc, il n'y a vraiment aucune manipulation possible, envisageable des cartes dans sa présentation. Et là encore, il arrive avec simplement ces 4 cartes à nous faire voyager dans son univers. Parce qu'il y a un storytelling autour de comment est-ce qu'on présente ces cartes, pourquoi est-ce qu'on les présente, comment est-ce qu'elles deviennent importantes. C'est vrai qu'il fait cet effort à chaque fois d'amener cette présentation pour rendre les éléments intéressants. Au-delà de l'artiste, il y a aussi un vrai passionné de magie, qui connaît l'histoire de la magie, qui peut tout vous sourcer, et il explique dans la vidéo que l'effet d'origine, c'est le brainwave, le brainwave deck, et que lui, il préférait présenter ça avec quelques cartes, et il est venu avec cet effet. Cette pureté, c'est très inspirant. Ce qui est intéressant, c'est que on disait qu'il a cette particularité de pouvoir raconter des histoires. Il y a quand même un effet qui est assez fou en termes d'histoire et qui a d'ailleurs donné lieu à une anecdote. C'est le tour du triangle à 4 côtés. Tu nous expliques de quoi il s'agit? De quoi il s'agit, un triangle à 4 côtés, c'est assez compliqué à expliquer parce que ça n'existe pas. C'est forcément une construction intellectuelle. Dans sa conférence Penguin, il y a quelqu'un qui lui pose la question, mais comment vous expliquez un triangle à 4 côtés et comment vous expliquez que c'est vous le 4e côté? Et il lui dit, mais c'est juste de la poésie en fait. Il n'y a rien de physique derrière ce triangle à 4 côtés, c'est uniquement pour le côté poétique de la chose. Par contre, qu'est-ce que c'est le triangle à 4 côtés d'un point de vue de l'effet magique? C'est simplement une triple coïncidence. Une spectatrice, ou un spectateur d'ailleurs, qui pense à une carte, c'est un spectateur qui a une prédiction
dans la main que lui remet Maven depuis le début. Et c'est un spectateur qui choisit une carte dans un jeu. Et à la fin, une fois que Maven demande à chacun de révéler l'information qu'il a en sa possession, donc celui qui a la prédiction de révéler la prédiction, puis la personne qui pense à une carte de révéler la carte à laquelle elle pense, puis la personne qui a la carte choisie, eh bien, les trois éléments concordent. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce tour, la personne qui pense à une carte pense à la carte avant le début du spectacle. Il explique qu'il a été voir cette personne qui lui a demandé de penser à une carte depuis le début du spectacle, mais de la révéler à personne. Il explique qu'il a donné une prédiction à une personne avant le début du spectacle et qui a cette prédiction depuis le début du spectacle. Et par contre, il fait choisir la carte devant le public pendant le spectacle. Et pour autant, les trois informations concordent. Et ça, c'est une très très belle mise en œuvre de quelque chose d'hyper simple. Encore une fois, techniquement, il n'y a rien de plus simple de réaliser ce tour-là. Mais ce qui fait la puissance du tour, c'est le storytelling. Ce fameux triangle à quatre côtés qui, jusqu'à la fin, intrigue forcément le spectateur, parce qu'il présente ses côtés au fur et à mesure, et il finit par dire, bah, le quatrième côté, c'est moi, et c'est moi parce que sans moi, ce triangle à quatre côtés n'existe pas, et du coup, il montre que tout est coordonné. Et la petite anecdote avec John Bannon. Alors, et la petite anecdote qui a eu lieu, c'est que John Bannon a sorti un de ses tours automatiques dans sa série. Il me semble que c'est dans Destination Zéro. C'est dans Move Zero initialement, et du coup dans le livre Destination Zero, il a un tour où il présente un effet qui est complètement différent. Mais vraiment, l'effet n'a aucun rapport avec celui de Max Maven. Mais il parle de triangle à quatre côtés, et il avait voulu appeler sa routine le triangle à quatre côtés. C'est une routine de forçage. De 4 as. De 4 as, exactement. Oui. Donc il prédit un as et il force 3 as avec un système de distribution assez marrant et assez malin. Et en fait, Max Maven lui a expliqué que ce concept poétique était de sa propre création et il lui a demandé de ne plus jamais utiliser la présentation du triangle à quatre côtés de manière plus ou moins courtoise. En tout cas, il y a jamais eu de clash, mais quand John Bannon en parle, il dit que bon, il l'utilisera plus, mais il le cite quand même à chaque fois qu'il fait le tour. Donc, c'est assez drôle de voir cette petite guéguerre sur un truc aussi banal qu'un triangle à quatre côtés, finalement. Et c'est peut-être pour ça qu'on parlait de pointe d'acidité lorsqu'il parlait de. Il faisait référence à Twisted Sister. Je pense qu'il y a ce grief qui traîne Ouais. entre les deux. Ouais. Pourtant, c'est un homme qui est reconnu comme étant très agréable. Donc, mais bon, j'imagine qu'il y a des principes. On comprend que cette idée qui est quand même assez originale de triangle à quatre côtés, il ait voulu le conserver pour lui-même. Oui, et puis bah, si en plus ça fait partie de son show, c'est sûr qu'il a peut-être pas envie de retrouver un truc différent ailleurs avec le même nom. Ça lui donne quelque chose d'unique, donc on peut comprendre. Et puis bah, il y a aussi la fierté de la création. Je pense que il me semble pas avoir entendu ailleurs ce concept de triangle à quatre côtés, donc c'est normal qu'il ait envie de le conserver. Le tour que tu as cité, si jamais les gens veulent le. Alors, je ne l'ai pas vu en conférence, hein, Mm-hmm. mais il est disponible dans Prism, dans le petit livret rouge. Pour rester dans ce livre, moi j'ai sélectionné un autre tour qui se trouve dans le petit livret vert Ouais. qui s'appelle Prédiction avec un X. Un tour qui est très simple, mais c'est la découverte de la carte qui m'a vraiment intéressé. Encore une fois, là, je me suis rendu compte qu'avec très peu, il me faisait voyager très loin. En fait, la routine, c'est assez simple. Il y a deux jeux, un bleu, un rouge. Un spectateur est invité à prendre le jeu bleu, à le sortir, et le magicien lui demande de distribuer les cartes, même par deux, par trois, comme il le souhaite. Et puis, à un moment, de prendre quelques cartes et de les poser de côté, et de continuer comme ça en faisant deux tas, et le premier tas étant celui qui sera conservé et le second étant celui qui sera éliminé. À la fin de cette distribution, on reprend le premier tas conservé et on fait deux piles. Et là, c'est le moment très important et il dit maintenant vous allez faire un choix et c'est le choix que nous allons conserver. Alors, le paquet de droite ou le paquet de gauche? Le choix est arrêté sur un des paquets. Les deux cartes sont retournées et il explique, voilà, le premier jeu que j'avais laissé de côté, le rouge, il y a une petite prédiction qui est entourée et dans laquelle il explique qu'il avait ressenti une carte très fortement et qu'il avait inscrit avec un feutre une croix sur cette carte. Le spectateur, on lui demande d'ouvrir le jeu, de l'étaler et une carte, la carte choisie, a sur sa face une grande croix faite au marqueur. C'est d'une simplicité. La méthode
pour le choix, hein, c'est très simple. Et même la découverte de la carte, quand tu connais le secret, parce qu'il y a quand même, a priori, plusieurs possibilités. Et je me dis, mais c'est vraiment génial. Et qu'est-ce qu'il a été trouvé? Le fait de découvrir la carte avec une grande croix, j'ai beaucoup aimé. Pour le coup, moi, je trouve que c'est vraiment le truc typique de Maven, c'est cette capacité à utiliser des choses simples qui finalement rendent le tour hyper puissant. Vraiment, je trouve qu'il y a une finesse de réflexion dans ce qu'il propose à chaque fois qui est très, très agréable. Alors, il y a certainement des choses qui sont moins réussies, hein. Là, on parle forcément que du meilleur. Mais vraiment, dans les choses qu'il a réussies, et il en a créé beaucoup, il y a quand même des petites pépites. Donc, on voulait vous parler de ces quelques tours qui nous ont marqués. On aurait pu en citer beaucoup d'autres. Il y en avait plein. On échangeait juste avant l'épisode ensemble. Il y a plein de choses sur lesquelles on aurait pu s'arrêter. On peut pas tous les citer, mais par contre, on peut vous donner les bons tuyaux pour les retrouver peut-être. Les livres, déjà, pour commencer, peut-être, les livres qu'il a écrits, parce qu'il en a écrit quelques-uns. Si on devait en citer quelques-uns, le premier qui te vient à l'esprit, toi, c'est lequel? Bah, évidemment, Prisme. Prisme. Prisme, parce que ça fait un peu partie de la légende. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Prisme, c'est sous-titré Les couleurs du mentalisme. Alors, pourquoi les couleurs du mentalisme? Parce qu'en fait, à l'époque, je ne sais pas trop les dates, il faudrait que je regarde, mais c'est début des années 80, le bleu, ah non, même pas, c'est début des années 60, enfin c'est 76, le livre bleu. Et il y a une série de 5 petits livrets qui sont sortis et qui sont maintenant introuvables, qui se sont échangés pour une petite fortune. Et un jour, il a eu l'idée fortement suggéré par Stephen Lynch de rééditer tous ces petits livrets. Il y a certainement des magiciens qui n'étaient pas contents parce que d'un seul coup leur trésor était accessible au plus grand nombre. Mais voilà, c'était des livrets qui étaient dans la légende de Phil Goldstein, parce qu'ils ont été écrits de son premier nom d'artiste, enfin qui était son vrai nom d'ailleurs. Et j'aimerais bien retrouver les dates exactement, mais c'est entre 76 et 1980. D'accord. Donc ça serait mon premier livre, un indispensable du mentalisme. Alors on y trouve du close-up, mais aussi des tours qui peuvent être présentés sur scène, plein d'idées. Alors c'est pas forcément ces idées, souvent il reprend des vieux concepts et il les tourne à une sauce mentaliste ou avec une présentation qui les rend vraiment originales. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a TH Series, consacré à Max Maven. Alors là aussi, il s'agit de petits livrets. Je connais moins l'histoire de ces livrets, à savoir si ils avaient connu le même succès. Là, ce sont des livres qui sont sortis entre 1982 et 1989 et qui ont été regroupés. Plein de bonnes idées, la curiosité et cet état d'esprit qui animait Max Maven. Il a tendance, Max Maven, à prendre un principe et à vraiment le retourner dans tous les sens pour l'exploiter à fond. Ouais, c'est vrai qu'il va jusqu'au bout des idées, quoi. Donc Prisme, c'est chez CC Éditions, TH Série, c'est chez Marchand de Trucs. Et si tu nous parlais d'une routine de petits paquets, parce que c'est quelque chose qu'il affectionne et dont on reparlera un peu plus tard, les petits paquets. Effectivement, il y a une très belle routine, proche en termes de matériel de celle de la routine de Wave, puisqu'on va utiliser là, non pas 4, mais 8 cartes, 4 cartes à dos bleu et 4 cartes à dos rouge. Donc la routine a un nom qui est assez compliqué à prononcer, Shinkansen, qui est le même nom que celui du train à grande vitesse japonais. De mémoire, il avait des liens d'amitié assez forts avec un magicien mentaliste japonais avec lequel il avait contribué dans Linking Ring, il me semble. Et dans cette routine, qui est une routine qui m'a vraiment marqué parce que je trouve que, encore une fois, elle est pure en termes de mouvement, il y a rien qui dépasse. Le mentaliste magicien, plutôt magicien, je dirais, dans le cadre de cette routine, présente 4 cartes à dos rouge et il permet au spectateur de compter les cartes dans sa main, donc pour s'assurer qu'il n'y a bien que 4 cartes et uniquement 4 cartes. Une fois que c'est fait, ces cartes sont mises de côté, à l'écart, pour que personne puisse y toucher. Et il présente les 4 cartes bleues qu'il a de l'autre côté. Et il présente le dos et les faces de ces cartes bleues, hein, comme il l'a fait avec les cartes rouges, avec une procédure de choix qui est une procédure relativement connue en cartes, où on fait passer une carte du dessous vers le dessus, et la personne s'arrête quand elle veut. Il fait choisir une des 4 cartes. La personne mémorise sa carte, et le paquet est posé sur la table. Plus personne ne touche à aucune des cartes. Maven prend
invisiblement fait semblant, mime le fait de prendre une carte dans le paquet bleu et passe cette carte dans le paquet rouge où il fait semblant et il mime de la remettre. À partir de ce moment-là, le spectateur peut prendre le paquet bleu, l'éventailler et il n'y a plus que 3 cartes et pas la sienne. Et quand il le prend le paquet rouge, il l'éventaille, il y a 5 cartes, dont une avec un dos bleu. Et la carte avec dos bleu est retirée du paquet et c'est la carte qu'il a choisie. En termes de manipulation, il n'y a rien de plus que ce que j'ai dit là. C'est ça qui est fou. Le tour est d'ailleurs trouvable dans un de ses livres et il est fait à partir de 2 cartes. C'est tout. Il y a juste 2 cartes gimmick. Tout le reste, c'est des cartes normales. Quand tu dis qu'il est trouvable dans un de ses livres qui a été traduit en français? Alors, bonne question. De mémoire, c'est le livre Focus dans lequel il est présent. Shinkansen. Shinkansen, c'est ça. Exactement. Page 118 de Focus, Max Maven, et ce livre qu'on peut trouver chez Marchand de Trucs. Alors, il est en rupture. Bon, je pense qu'en fouillant un peu sur Internet, on doit pouvoir le trouver. Ouais. Des magiciens mal avisés qui le mettront en vente. Je dis mal avisé parce que ce serait une erreur. Écoute, j'ai jamais eu l'occasion de me pencher dessus, mais si celui-ci est vraiment comme tu le décris, alors à ce moment-là, je vais me pencher avec attention. Il y a vraiment que 8 cartes et ce voyage se fait sans aucun mouvement. C'est assez. Franchement, j'ai découvert ce tour il y a quelques temps et bluffé par la pureté des manipulations. Je vais vous parler donc du Very Best of Phil Goldstein, parce qu'il avait la réputation, ce livre, d'être composé que de petits paquets. Alors, c'est certainement vrai, mais il n'y a pas que ça. Et un jour, j'ai rencontré Max Maven, et lorsqu'on parlait de ce livre, parce que je lui ai posé la question s'il aimait les tours de petits paquets, et il me dit oui, d'ailleurs, j'ai sorti un livre, Focus, qui ne traite que de tours de petits paquets dans lequel il y a 60 tours. Et c'est vrai, effectivement, quand Focus est sorti, parce que quand je l'ai rencontré, c'était en 2006, et le livre Focus, il est bien plus ancien. En anglais, il est de 1990, mais il est sorti en 2012. Il est sorti 6 ans plus tard. Le Very Best of, lui, il date de 1987. Il ne peut pas contenir les routines, ou en tout cas, il se peut qu'il y en ait, mais l'intégralité d'un livre qui a été édité en 1989. Le Very Best of, c'est vraiment des routines de Max Maven qui avaient été piochées dans différentes revues. Et c'est dommage parce que sur ce Very Best of, il n'y a pas les sources. C'est très dommage. Ah, oui. Un grand manque. Mais voilà pour la petite histoire de pourquoi je pensais que le Very Best of était Focus, alors que c'était absolument pas le cas. On peut citer aussi un autre petit livre intéressant. Là aussi, c'est un peu comme le TH Series pour moi, parce qu'on est sur un concept. Le livre, c'est rêver. Rêver, pourquoi rêver? Parce qu'en fait, c'est un palindrome. Et en fait, c'est une déclinaison de tours sur le thème du palindrome. Je sais qu'il a été moyennement accueilli, les gens ont moyennement aimé. Encore une fois, on voit que Max Maven prend un principe et le retourne dans tous les sens. Donc c'est toujours un livre, il est bon de revenir dessus, de le reconsulter, de piocher des idées. Il y a des bonnes idées. Je pense qu'il n'a pas été jugé à sa juste valeur. C'est un livre, effectivement, j'ai souvenir pendant un temps qui était souvent dans les promos. Il avait du mal à être écoulé, j'ai l'impression. Je sais pas, les gens l'ont peut-être boudé. Ouais. Il n'a peut-être pas été promu à sa juste valeur. Pourtant, il vaut 35 €, c'est pas excessif pour un livre. Non, c'est pas très cher. Et puis, c'est comme tout. Hein, il y a peut-être des choses très intéressantes à prendre dedans. Parfois même juste une routine suffit à rentabiliser un livre. Donc, c'est intéressant d'aller vers ce type de livre. Quand tu lis un livre de Maven, alors c'est certainement vrai avec beaucoup de magiciens, mais tu le ressens moins. Mais tu as vraiment l'impression d'être dans son esprit et dans sa curiosité créative. Tu as l'impression de découvrir les concepts avec lui. D'accord. En tout cas, moi, ça me fait cet effet-là. Et j'ai un vieux livre, c'est Le Mentalisme avec des cartes, toujours avec le nom de Phil Goldstein, qui date de 1985, aux éditions Georges Proust. Il me semble qu'on peut encore en trouver quelques-uns dans certaines boutiques. D'accord. Et c'est un livre qui est décomposé en 13 rêves. Alors c'est amusant, parce qu'on ne parle pas de routine, mais de rêve. Donc on est vraiment dans cet univers. Et j'ai choisi pour toi le premier rêve. Ah. Là aussi, c'est très simple. C'est qu'une boîte d'allumettes va
demandé aux spectateurs d'extraire quelques allumettes de ces petits paquets qui s'appelaient pas des boîtes, on appelait ça des pochettes d'allumettes. Oui. Accessoires qu'on ne trouve plus. Donc on demande aux spectateurs de retirer un certain nombre d'allumettes et ensuite il y a un nombre d'allumettes restantes et on demande aux spectateurs de faire l'addition des dizaines et des unités, ça donne un chiffre, de retirer ce nombre d'allumettes, on va prédire le nombre qui se trouve dans cette pochette. Là, vous avez un jeu, vous demandez aux spectateurs de faire 3 tas, de vous désigner un tas et dans le tas qu'il aura désigné, donc il y a quand même 3 chances, il n'y a aucun forçage, il y aura une carte de prédiction qui correspondra au nombre d'allumettes qui sera dans sa pochette. C'est très simple, c'est un vieux principe de forçage, mais la révélation, pour moi, elle était nouvelle, je ne connaissais pas sous cette forme et je la trouve très intéressante. C'est là où c'est fort, c'est-à-dire que même si le principe de base de forçage est simple, basique, d'ailleurs, très souvent il dit choisissez le forçage que vous voulez, enfin quand il fait les forçages de cartes notamment, parce qu'en fait peu importe le forçage, ce qu'il importe c'est la révélation en fait. Oui. Ce sur quoi il se concentre, c'est pas le forçage, c'est comment est-ce que je vais révéler cette information que j'ai du coup en ma possession depuis longtemps et comment est-ce que j'en fais un moment extraordinaire, un moment qui marque les esprits. Donc c'est là sa force en fait. Ça me rappelle une citation, je ne sais plus qui a dit ça, en substance, si vous avez une manipulation, vous avez un tour, mais si vous avez plusieurs révélations, vous avez autant de tours. La citation exacte, c'était si tu as 20 forçages et une révélation, tu n'as qu'un tour, mais si tu as un forçage et 20 révélations, tu as 20 tours. En fait, ce qui fait la différence entre les tours, c'est pas la méthode secrète, c'est ce qui est visible par la personne, donc c'est la révélation, en fait, c'est la mise en scène. Voilà. Et effectivement, on se rend bien compte qu'avec le même forçage, tu peux arriver à faire 10, 20, 30 tours différents, si ta révélation est différente à chaque fois, en fait. Voilà, parce que en fait, dans les 2 tours que j'avais choisis, pour moi, le plus intéressant, finalement, c'est la révélation. Le forçage, il est plus anecdotique et il est ridiculement simple, que ce soit l'un ou l'autre. Mais moi, c'est les révélations qui m'interpellent et qui font que je trouve les routines intéressantes. Je crois qu'on a fait le tour de tous les livres, en tout cas les livres les plus connus. Traduits en français, oui. Traduits en français. Il existe des versions en langue anglaise, bien sûr, et certainement des traductions dans plein d'autres éléments. Peut-être en tout cas, quelques ressources complémentaires qu'on pourrait partager. J'ai beaucoup aimé regarder sa conférence Penguin, une très bonne conférence. Elle date de 2014 de mémoire, et vraiment à l'intérieur, il y a exactement ce dont on a parlé ici, c'est-à-dire cette capacité qu'il a à monter des routines sur des principes simples. Je trouve ça intéressant parce qu'il a aussi proposé dans sa conférence des tours dans 3 conditions différentes, en close-up assis, en close-up debout et en situation plutôt salon-scène. Et avec à chaque fois, entre on va dire les sessions, il y a 2-3 routines à chaque fois pour chaque condition. Une phase de dialogue, d'échange, de réponse à des questions, de théorie, où il apporte aussi sa réflexion théorique sur tel et tel sujet, sur le sujet de comment est-ce qu'on fait pour... notamment, il y a une de ces routines qui est une routine de carte au nombre, où il explique que les routines de carte au nombre, c'est chiant parce qu'on passe son temps à compter. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour rendre ça intéressant? Le fait qu'un spectateur soit en train de compter des cartes, comment est-ce qu'on construit un décompte qui soit intéressant, qui mette en avant le spectateur et qui fasse qu'à la fin, la routine, elle n'est pas chiante à regarder pour les gens. Donc, vraiment, j'invite ceux qui ne connaissent pas Max Maven, c'est peut-être un truc hyper accessible, j'ai envie de dire, de regarder une de ses conférences parce que ça permet de facilement accéder à son univers. Il me semble tu as une interview de Max Maven. Oui, donc en 2006, alors pour vous expliquer un peu le contexte, en 2006, Tommy Wonder est très malade et Max Maven est ami avec Tommy Wonder et je ne sais pas quel est le cadre exact, est-ce qu'il est venu spécialement pour lui ou est-ce qu'il venait en Europe et qu'il en a profité pour lui rendre visite. Toujours est-il qu'il a donné un spectacle au Magic Art Center. C'était une salle comble. Tous les magiciens néerlandais, belges, même des magiciens allemands se sont pressés pour le voir, justement pour illustrer un petit peu la simplicité et sa créativité. Il y a une routine qui m'avait marqué de par sa présentation. C'est le fameux tour du cadenas qui ouvre un coffre et pour lequel il y a 6 ou 7 clés. Et la manière classique de présenter cette routine, c'est de demander aux gens de piocher une clé. Il en reste une à la fin, ça sera celle du mentaliste. Tous les spectateurs sont invités à ouvrir le cadenas et ça ne fonctionne pas.
Et le mentaliste, lui, bien sûr, il y arrive parce que c'est le mentaliste, et il est très fort. Mais Max Maven, lui, il a une approche tout autre et qui est beaucoup plus intelligente. Il fait donc choisir les clés, il en prend même pas une pour lui. Il dit simplement aux gens qui sont assis sur cette scène, à un moment, vous allez sentir le besoin de vous lever et vous allez essayer votre clé. Il y en a un qui se lève, qui ressent quelque chose, donc ça c'est la part du mystère. Qu'est-ce qu'il va ressentir? Personne n'en sait rien, il n'y a que lui qui le saura. Et il essaye la clé, effectivement, il a la seule clé qui ouvre le cadenas. Il a pris un classique de la magie que tout le monde présente de la même manière et il l'a rendu tellement plus intéressant de cette manière. Et le fait que ce soit le spectateur lui-même qui se lève, on ne peut pas soupçonner le mentaliste d'avoir fait quelque chose. Ben oui, parce que c'est une décision de la personne seule. Il n'y a pas de possibilité d'actionner quelque chose, donc ça paraît assez fou. À l'issue de ce spectacle, il m'a présenté et puis j'ai eu l'occasion de discuter un peu avec lui. C'est pour ça que je dis que c'est quelqu'un de très humain. Et d'ailleurs, il le dit dans la dernière conférence dont je parlais un peu plus tôt. On lui pose la question, est-ce que ça vous embête qu'on vous demande des selfies? Et il se dit, non, parce que je me souviens comment j'étais. Bien sûr, parfois, c'était un peu envahissant pour lui, mais il se souvient de comment il était à cet âge-là et que lui-même allait vers d'autres magiciens puisqu'il raconte une anecdote avec David Berglas, comment il l'a abordé et comment il a réussi à l'intriguer. Et c'est vrai parce que il était tout à fait abordable. Et il disait d'ailleurs dans cette conférence, en fait, je crois que le pire, c'est le jour où on ne me demandera plus rien. Ce sera encore plus difficile que le fait qu'on me sollicite. Voilà, donc cette interview est disponible sur le site Magitest. Il donne quelques petites explications sur le changement de son nom, par exemple. Alors ça, je peux en parler rapidement, mais il explique que Phil Goldstein, c'est un nom qui est très répandu et qui s'est rendu compte qu'au moment où il voulait vraiment devenir professionnel, il fallait qu'il ait un nom qui marque plus les esprits. Et c'est pour ça qu'il a changé pour Max Maven. On le retrouve sur ton site, Magitest. Vous tapez Magitest, vous allez trouver forcément facilement les choses. Et vous pourrez comme ça plonger dans l'interview et puis voir un petit peu la nature de cet échange. Il y a aussi une référence dont je voudrais parler, c'est le Mad Magic, un numéro qui lui a été consacré. Alors je me souviens plus de toutes les routines qui se trouvent dedans, mais il y a le principe de l'équivoque qui a fait référence. Peut-être pour terminer cet épisode spécial en sa mémoire, certains se posent peut-être la question de pourquoi est-ce qu'il est parti si tôt, parce qu'il n'était pas si âgé que ça, finalement. Peut-être que c'est pas vraiment à nous d'en parler, et peut-être que la meilleure façon de le savoir, c'est peut-être de l'écouter, puisque dans sa dernière participation à un événement magique, il avait été sur scène et interviewé. Alors la conférence, c'était de mémoire, si tu peux me rappeler le nom. C'est une interview qu'il a donnée à la FISM, à la dernière FISM qui a eu lieu au Québec en 2022. Voilà, et donc il parle de justement ce sujet-là. On l'écoute tout de suite. The British say that Americans have no sense of irony. And I think for a mentalist to have a brain tumor is ironic. Encore une fois, on peut apprécier qu'il a un sens de l'humour, qu'il en parle ouvertement. Et je voulais simplement terminer en disant que c'est un magicien qui s'en va et qui va nous manquer. C'est vraiment un peu d'émotion. Quand j'ai appris ça le matin, c'est rare que des choses me bouleversent, mais voilà, ça m'a bouleversé. Et j'espère qu'on découvrira encore des vidéos, qu'on découvrira encore des livres, des recueils cachés, et qu'on pourra poursuivre le voyage le plus longtemps possible avec ce grand magicien très généreux, très abordable, un grand homme. C'est un super mot de la fin. Je trouve qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter beaucoup plus. On va vous remercier tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On vous souhaite de passer de jolis moments avec toutes les références qu'on vous a données. Profitez-en, faites-les, apprenez-les, faites-les ces routines. Faites-vous plaisir avec. Je pense qu'il y a moyen de faire plaisir aux gens avec cette belle magie et ce beau mentalisme. Et on vous dit à la prochaine pour un nouvel épisode du Fougou. À très bientôt. Au revoir.